Et c'est une troupe d'élite, hein, c'est un corps qui est assez exceptionnel et ce sont des soldats qui sont d'une richesse qui est absolument bluffante. Forcément, venant de partout, ils sont en général un peu plus anciens, un peu plus matures par rapport à ce qu'on peut retrouver dans la régulière, parce qu'ils ont tous eu une vie avant de rentrer dans la Légion. C'est surtout ça qui m'a donné envie de rejoindre ce corps. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec le capitaine Guillaume, commandant d'unité de la compagnie d'instruction des cadres au 4e régiment étranger à Castelnaudary. Avec lui, nous allons parler de la formation des légionnaires, notamment ceux qui vont devenir cadres au sein de l'armée de terre, d'abord comme caporal, puis comme sous-officier. En plus de cet entretien, nous avons réalisé un documentaire vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver en accès libre sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier pour soutenir notre travail. Sur défense-zone.com, nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour mon capitaine, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, donc je suis le capitaine Guillaume, donc je suis le commandant d'unité de la compagnie d'instruction des cadres. Donc, je suis Saint-Cyrien de formation, je suis rentré dans l'armée en 2012 et j'ai choisi l'infanterie en sortie d'école, à la suite de quoi j'ai fait mes 3 années de chef de section au 2e régiment étranger de parachutistes à Calvi. Et à l'issue, je suis parti comme officier adjoint, jeune capitaine, en Guyane au 3e régiment étranger d'infanterie pendant 2 ans, avant de venir ici au 4e régiment étranger, à la compagnie d'instruction des cadres, donc la CIC, comme officier adjoint pendant 1 an, et j'en ai pris le commandement du coup en 2022. D'accord. C'est quoi le quotidien c'est quoi le quotidien de votre travail ici au centre d'instruction ? Alors mon quotidien, donc déjà je suis un commandant d'unité, donc comme tous les commandants d'unité, j'ai à charge toute la partie gestion administrative de l'ensemble de mes personnels. Donc j'ai 57 permanents à gérer, principalement des sous-officiers, quelques officiers et quelques militaires du rang. Mais surtout mon travail, ça va être la conduite et les études prospectives sur la formation des cadres de la Légion étrangère. Parce que je forme ici à la fois les chefs d'équipe, donc les caporaux, et les chefs de groupe, donc sergents, et je fais même les formations spécialité infanterie, donc la FS1 00 pour les sergents infanterie de la Légion. D'accord. Oui, parce que la particularité de la Légion, c'est d'avoir regroupé toutes les formations des cadres dans un seul endroit, ici au 4e RE. Exactement. Donc en gros, la compagnie d'instruction des cadres regroupe à l'échelle de la Légion étrangère l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexan pour la partie formation générale de premier niveau, donc les sergents. Tous les CME de la Légion, donc les caporaux, sont formés ici à la compagnie, et une partie aussi de la DFSO, donc ce qui s'occupe de la formation infanterie des sous-officiers à l'école de l'infanterie de Draguignan. D'accord. Pourquoi avoir choisi la Légion ? Pourquoi ce choix ? C'est un choix qui a été assez naturel. Bon, déjà, j'ai grandi une bonne partie de mon enfance en Corse, à côté du 2e Rep, donc j'ai côtoyé la Légion depuis assez jeune. Et c'est une troupe d'élite, hein, c'est un corps qui est assez exceptionnel, et ce sont des soldats qui sont d'une richesse qui est absolument bluffante. Forcément, venant de partout, ils sont en général un peu plus anciens, un peu plus matures par rapport à ce qu'on peut retrouver dans la régulière, parce qu'ils ont tous eu une vie avant de rentrer dans la Légion. C'est surtout ça qui m'a donné envie de rejoindre ce corps. De l'extérieur, on a l'impression que le légionnaire est beaucoup plus discipliné que les autres soldats français, que les autres soldats de l'armée française, on va dire. Alors plus discipliné, je sais pas. En tout cas, il est commandé avec rigueur. Donc c'est peut-être ça qui donne cette impression de l'extérieur. Après, je pense pas que foncièrement le légionnaire qui arrive soit plus discipliné qu'un autre. Ouais. Pourquoi, quand vous discutez avec les légionnaires, qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous leur posez la question de pourquoi vous êtes venu à la Légion ? Ce genre de questions que vous posez ? Alors cette question, c'est une des seules questions qu'on ne pose pas. Justement, c'est un petit peu
le jardin secret du légionnaire. On ne demande jamais à un légionnaire pourquoi est-ce qu'il s'engage à la Légion. Ok. Pour garder un peu d'intimité. C'est ça, et puis parce que bon, après ça c'est plus un héritage d'une légion d'un autre temps, mais souvent il y avait des légionnaires qui avaient un passé, voire un passif, dont ils n'étaient pas forcément très fiers. Donc c'est resté, donc on ne demande pas trop. Ouais. Ça c'est moins le cas aujourd'hui. C'est une idée reçue qu'on a. Oui, sur c'est le une fait idée que- reçue. Ouais. Il y a toujours sûrement quelques-uns qui ont des passés un petit peu troubles, mais bon, déjà d'une, c'est toujours bien cadré, on n'engage pas n'importe qui, hein. C'est bien surveillé. On a d'ailleurs une division qui est spécifiquement dédiée à ça dans la Légion étrangère, la DSPLE, qui fait des enquêtes sur tous ceux qui se présentent pour s'assurer qu'il n'y a pas de crimes de sang, de crimes sexuels, de deal de drogue ou autre. Voilà. D'accord. Et pourquoi les légionnaires sont... Enfin, est-ce que les légionnaires qui viennent ici, donc du coup, viennent pour devenir des chefs, des caporaux, ensuite des sergents? C'est ça. C'est quoi qui les motive? C'est le fait de grimper les échelons de la hiérarchie? Alors pour être sergent, oui, ça c'est sûr. Pour être caporal, c'est un stage de cursus. Normalement, tout légionnaire va y arriver à un moment ou à un autre. C'est quasi systématique. Et d'ailleurs, c'est une condition sine qua non pour pouvoir faire une carrière dans la Légion. C'est-à-dire qu'un légionnaire de première classe, alors jusqu'à il y a pas si longtemps, c'était jusqu'à 5 ans. Il devait être caporal avant 5 ans de service, sinon il ne pouvait pas re-signer. Maintenant, c'est 8 ans. D'accord. Ah ouais, donc il est fortement incité à... Il est fortement incité à passer caporal à un moment ou à un autre. D'accord. Après, pour certains, ce sera peut-être le seul diplôme qu'ils auront, c'est ça, le dernier grade qu'ils auront? Oui, bah, et après, ils ne font pas tous une carrière longue. Il y en a qui partent à 5 ans, ils n'ont même pas fait le stage caporal. Hein, mais ceux qui vont rester un peu plus longtemps, qui vont faire 8, 10, 12 ans, forcément, ils seront caporaux et sûrement même à la fin caporal-chef quand ils arriveront à une certaine ancienneté. D'accord. En quoi ça consiste concrètement ce parcours? L'engagé volontaire arrive ici après 1 ou 2 ans de compagnie, c'est ça? Oui, alors sauf certaines exceptions, donc ce qu'on appelle les caporaux filières rapides. Je pourrais y revenir après si vous voulez. Effectivement, donc il sort de formation initiale à Castelnaudary, il va aller dans son régiment pour suivre une formation technique de spécialité, la FTS. Donc pour ceux qui sont en infanterie, une FTS infanterie pour ceux des 2 régiments de génie en génie et du premier REC en cavalerie. À l'issue, oui, ils font 1, 2, voire même 3 ans avant de venir ici au stage caporal. La moyenne d'ancienneté est autour de 3 ans pour les élèves caporaux. D'accord. Et après, comment ça se passe? Ça dure combien de temps? C'est quoi qu'est-ce qui se passe concrètement ici dans cette formation? Alors, la formation, elle dure 8 semaines. Donc on a une première semaine qui est principalement axée sur les modalités administratives et les tests d'entrée, tests physiques et tests théoriques, et la dernière semaine qui est plus pour les tests physiques finaux et les tests théoriques finaux. Entre les deux, on a 3 modules. On a un premier module de 2 semaines qui se fait ici à la ferme de Bertrandou, où là on va leur apprendre leur métier de chef d'équipe, donc à la fois en combat débarqué, des instructions techniques, donc tout ce qui est armement, transmission, nucléaire, biologique, chimique, topographie, enfin ce genre de choses. Ensuite, ils ont une grosse semaine de tir au camp de Kélus, où là ils vont mettre en œuvre tout ce qu'on leur a appris sur la partie technique armement, et ils vont tirer avec tout l'armement qu'on peut retrouver dans une section d'infanterie. Donc ça va de l'armement individuel, armes courtes, armes longues, jusqu'à la mitrailleuse 12-7 qu'on a notamment sur les véhicules, mais aussi à terre. Et le dernier module, donc là où on retourne sur la ferme de Bertrandou avec une évaluation sous forme de rallye final sur une semaine.
où là, ils vont restituer tout ce qu'ils ont pu apprendre durant les semaines précédentes et où ils seront du coup classés à l'issue. On leur apprend donc tous ces savoir-faire et on leur apprend aussi à être des chefs, donc à commander. C'est un petit peu l'effet majeur aussi de ce stage, c'est d'être des chefs d'équipe. On n'a pas que des élèves caporaux qui seront, une fois arrivés caporaux en régiment, en emploi de chefs d'équipe, puisque tous les légionnaires sera caporal à un moment ou à un autre, comme je le disais tout à l'heure. Mais ils sont pas tous en section, ils sont pas tous en peloton pour la cavalerie. Certains sont secrétaires de bureau-major, certains sont cuisiniers, certains sont mécaniciens, mais eux aussi, ils sont formés de la même manière. C'est-à-dire que tous les légionnaires restent avant tout un fantassin, y compris les cavaliers et y compris les sapeurs. C'est pour ça qu'ici, on fait une formation qui a un fort tropisme infanterie. D'accord. Vous avez parlé de la filière des caporaux rapides, enfin filière rapide. Filière rapide. C'est ça. Alors ça, c'est une possibilité que la Légion s'est gardée, c'est-à-dire que c'est principalement pour les meilleurs légionnaires à l'instruction et qui sont volontaires. Ils ont une possibilité de passer caporaux plus rapidement. C'est-à-dire que eux ne vont même pas aller en régiment. Ils vont aller en régiment pour faire une FTS, une formation technique de spécialité, donc pour apprendre le métier de fantassin. Et ensuite, ils vont retourner au 4e RE, et là, ils vont servir, ils vont être préparés par leur compagnie d'engagés volontaires d'origine, et envoyés assez rapidement, en général au bout de 8 mois, 7-8 mois, au stage caporal, pour être des caporaux, donc c'est pour ça qu'on les appelle filière rapide. Donc en gros, en un an, 2 mois, ils sont déjà caporaux, et là, par contre, ils sont envoyés en régiment après une période de renfort en instruction de FGI dans les compagnies d'engagés volontaires. D'accord. Et alors ces mêmes caporaux, qui sont donc des nouveaux chefs, vont aussi être amenés à revenir ici au 4e RE pour encadrer eux-mêmes des formations? Alors oui, pas tous, hein, mais on a un système au régiment qui est qu'on a des renforts des autres régiments, notamment en FGI. Donc il y a des caporaux d'encadrement qui reviennent des régiments pour encadrer des FGI. Donc là, c'est typiquement ce genre de jeunes caporaux qu'on envoie en général pour encadrer les jeunes engagés volontaires. C'est bien, ça veut dire qu'eux, en plus, sont les mieux placés pour éduquer former ces futurs chefs. Oui, tout à fait. Plus tôt ils partent en encadrement, on va dire plus frais est leur instruction, et donc ils sont plus à même, je pense, de remplir leur mission à FJ. Là, vous avez parlé de la ferme dans laquelle on est. Le 4e RE dispose de plusieurs fermes, c'est ça? C'est ça, oui. Alors les 3 compagnies d'engagés volontaires et la compagnie d'instruction des cadres ont chacun une ferme qui leur est dédiée. C'est la gestion nous en incombe. Bon, la ferme n'appartient pas au régiment, elle est domaniale, mais on en a en charge l'entretien, l'amélioration, et on est entre guillemets les gouverneurs de ce petit morceau de terrain, et on en fait à peu près ce qu'on veut pour l'instruction de nos stagiaires. En quoi c'est un outil important et à part entière de la formation? Moi, c'est ma liberté d'action. La ferme, étant donné que je suis le seul dessus, c'est moi qui la gère. Je peux anticiper pour qu'il n'y ait pas de conflit entre 2 formations qui voudraient utiliser les mêmes infrastructures au même moment. C'est indispensable. Enfin, une ferme, pour le volume de stagiaires que j'ai à former, j'ai à peu près 1 millier de stagiaires par an, parfois jusqu'à 250 en simultané. Avoir un terrain dédié pour l'instruction, c'est primordial. Surtout que la ferme, du coup, a quand même des infrastructures qui s'y prêtent très bien. C'est-à-dire que le terrain est assez vallonné, mais il y a énormément de pistes pour le combat débarqué, pour faire de l'apprentissage. C'est un terrain, ce qu'on appelle un terrain école. Donc c'est très bien pour l'instruction. Il y a des zones de bivouac. Oui, ça c'est ce qu'on a construit au fur et à mesure pour améliorer les conditions d'instruction. Chaque peloton d'élèves caporaux, donc chaque peloton de FGE, j'en ai 4,
ont chacun un bivouac. Et de la même manière que le régiment me confie la ferme de Bertrandou, eux, je leur confie leur zone de bivouac et c'est eux qui ont la charge l'entretien de la zone et l'amélioration aussi de cette zone. C'est un peu la même chose pour les autres fermes? Alors, ils n'ont pas des bivouacs attitrés, mais oui, c'est sensiblement la même chose. C'est une particularité de la Légion au sein de l'armée française ou d'autres unités? Non, d'autres unités ont des fermes ou quelque chose d'approchant. Il y en a un peu partout. Après, certains ont plus des camps de manœuvre, des petits camps de manœuvre que réellement des fermes d'instruction. Mais ça se trouve un peu partout dans l'armée. Pour revenir un peu sur la FGI, parce que c'est un peu la même chose en fait, les gens sont coupés du monde dans ces fermes, où bon, il y a du réseau mais eux n'ont pas de téléphone. C'est important pour eux d'être coupés comme ça du reste du monde? Oui, pour plusieurs raisons. Déjà d'une, comme ça ils se focalisent sur vraiment leur instruction et ça participe aussi à leur formation. Déjà, bon, il y a le côté coupure du monde extérieur et donc forcément incertitude qui renforce un petit peu le côté pas stressant mais on va dire bousculant du stage, qui est quand même un stage qui est assez dur. Et puis ça les habitue aussi à se séparer un petit peu de leurs moyens de communication, parce que bon, le légionnaire est comme tous les citoyens français de maintenant, hein, donc il est accroché à son téléphone portable et ça lui fait pas de mal de s'en séparer un petit peu pendant quelques semaines, d'autant qu'en opération il sera très souvent forcé à ne pas l'avoir pendant des longues périodes de temps. J'allais dire c'est générationnel, mais c'est aussi transnational, on va dire. Oui, tout à fait. Oui. Le fait de rester, d'avoir envie d'avoir le téléphone avec soi. Oui, c'est mondial. Même le Népalais du fin fond des montagnes, il a son téléphone. Au sein de la Légion, il n'y a pas que des étrangers, il y a aussi des Français. On les surnomme les Gaulois, c'est ça? C'est ça. Le rôle est important aussi au cours de cette formation pour pouvoir un peu, pas suppléer, mais l'encadrement, mais en tout cas essayer de mieux coordonner peut-être. Alors c'est plus vrai en FGI, je pense. En FGE, ils ont déjà un petit bagage en français, donc on a moins besoin d'avoir des francophones. Mais en FGI, oui, c'est indispensable. On estime qu'il faut à peu près 10 à 15% de francophones pour qu'une formation initiale se déroule correctement. Après, que ce soit des Gaulois ou des francophones d'un pays francophone, Afrique noire ou autre, entre guillemets, peu importe, du moment qu'ils parlent le français. C'est pour le Français qui s'engage dans la Légion, il perd sa nationalité française pendant quelques années, c'est ça? Alors en fait, il perd son identité le temps qu'il y ait l'enquête qui soit faite par la DSPLE. Après, il la retrouve relativement rapidement. Si son dossier est clair, il n'y a pas de raison. En général, les légionnaires retrouvent leur nom assez rapidement au bout de quelques mois. D'accord. Et ça arrive que certains gardent cette identité d'emprunt le reste de leur vie ou pas? Alors ça arrive, en général sur des dossiers assez lourds, des mecs qui ont peut-être fait quelque chose dans leur pays qui fait que ils seraient peut-être bloqués à l'aéroport si jamais ils retrouvaient leur nom. Moi ça m'est déjà arrivé avec un de mes légionnaires quand j'étais chef de section, mais c'est de plus en plus rare. J'imagine qu'avec toutes ces nationalités différentes, ces parcours de vie différents, vous avez dû avoir plein d'anecdotes, des choses qu'on ne peut pas forcément raconter, mais en anonymisant, est-ce que c'est possible d'avoir des exemples de situations peut-être qui vous ont marqué, des souvenirs que vous avez avec certains légionnaires? Alors, des souvenirs marquants avec des légionnaires, oui, bon, il y en a forcément pas mal. Après, qui me viennent en tête comme ça. Non, il n'y en a pas qui ressortent. Mais après, c'est vraiment. En fait, c'est plus au jour le jour, une façon de travailler, une façon de vivre qui est marquante plus que réellement des anecdotes. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? Moi, c'est le légionnaire. Je suis là pour le légionnaire. Parce que le métier en soi, il est le même qu'ailleurs. Donc, moi, c'est vraiment
le côté de cet homme qui a vraiment tout abandonné pour venir ici, et puis qui est quand même un soldat qui est de très très bonne facture, qui est dur à l'effort, qui est loyal, c'est un soldat impressionnant. De l'extérieur, quand on parle de la Légion à des gens qui ne connaissent pas, il y a cette image tout de suite de ce soldat qu'on va envoyer en première ligne, faire des missions impossibles, il y a toute la littérature et tout autour de ça. Alors, oui, c'est de la littérature, ça a certainement été le cas dans les grands conflits, je pense principalement à l'Indochine. Après, la Légion est employée comme les autres régiments. C'est vrai que les statistiques montrent qu'on envoie souvent la Légion en premier sur les théâtres. Je pense à l'opération Serval par exemple. Mais entre guillemets, les régiments de Légion sont embrigadés comme tous les autres régiments de l'armée française. Donc ils sont déployés quand leur brigade est déployée. Donc après, il y a autre chose qui est assez surprenant avec la Légion, c'est cette capacité à intégrer autant de gens, de pays qui parfois peuvent pas supporter entre eux, et de voir à quel point aussi les emprises de la Légion sur le territoire français francophone, ça se passe très bien, ça fait vivre des territoires entiers, ça a redynamisé le Larzac avec la 13e DBLE, il y a des régiments comme le 2e REI qui sont vraiment en garnison dans la ville. Comment on explique que ça marche en fait? Là où on regarde un petit peu aux infos aujourd'hui, le climat, la tension sociale est forte, alors que ça marche depuis toujours en fait. En fait, c'est assez simple, c'est que chacun a son origine, a son passé, et il est fier de son pays, il aime son pays, ça on lui enlèvera jamais. Hein. Mais il s'est engagé à la Légion, c'est pour servir le drapeau français. Donc, entre guillemets, le reste, c'est du privé. Et ça n'a pas d'impact, sur le travail, et ça, on y fait très attention. Mais ça a toujours été le cas depuis les débuts de la Légion étrangère. Vous regardez à chaque fin de grands conflits à travers l'histoire, on a eu dans la Légion des anciens ennemis qui ont servi côte à côte. Ça, pour le coup, il y a énormément d'anecdotes. Ce stage ici des caporaux, on a pu le vivre un petit peu pendant quelques jours, et on a essayé de le retransmettre un peu en vidéo. On voit tout de suite que c'est dur, surtout pour l'extérieur, hein, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ça. C'est dur, c'est physique, c'est mental, les gens dorment très peu. Comment les gens arrivent à tenir le rythme? Comment vous en tant que chef d'orchestre de tout ça, c'est quoi votre rôle, et comment vous arrivez à faire en sorte que les gens arrivent jusqu'au bout et en même temps qu'ils soient, chaque fois qu'ils se dépassent eux-mêmes? Alors tout est question de dosage. C'est-à-dire que c'est relativement facile de pousser quelqu'un dans ses retranchements. Vous le sortez de son cadre habituel, c'est-à-dire qu'il ne mange pas toujours à la même heure, il ne sait pas quand est-ce qu'il va aller dormir, il ne sait même pas quelle heure il est souvent. À partir de là, le stagiaire il est déjà déstabilisé, il n'y a même pas besoin de physiquement le rentrer dedans assez durement, ça se fait tout seul. Après, ça fait quand même très longtemps qu'on fait ça, on arrive à doser. On arrive à doser pour que le stage soit quand même difficile, c'est-à-dire que c'est un stage qui est quand même censé pousser les stagiaires dans le retranchement, mais il ne faut pas non plus qu'ils avancent pendant 8 semaines comme des zombies et qu'ils apprennent rien. Parce que là, ce serait contre-productif. Surtout dans une armée où on a de plus en plus de technicité, et même à l'échelle de l'équipe, en termes de matériel, même d'armement, hein, ils ont quand même des choses à assimiler, et on ne peut pas se permettre d'avoir des caporaux qui en fait ont fait 8 semaines de ramassante, de bizutage et n'ont rien appris. Donc c'est un dosage, mais ça fait longtemps qu'on le fait, et le dosage il est connu. Alors justement, est-ce qu'il y a parce que quand on est dans cette ferme, on a l'impression qu'on est dans une bulle temporelle. Je pense que des gens qui ont connu ce stage il y a peut-être 20 ans, en regardant les images, ils se disent mais ça n'a pas bougé en fait.
limite parfois le même matériel, les mêmes treillis, les mêmes armements, etc. Alors le matériel change. Là pour le coup, ça il y a pas de doute. Hein. On a du nouveau matériel et pour le coup la KIK est très bien armée en nouveau matériel. Après, les fondamentaux restent les mêmes. Le combat d'infanterie, il n'a pas tant évolué que ça. Le matériel a évolué. Le combat en lui-même, il reste sensiblement le même. En tout cas, au niveau du combat de l'équipe et même du groupe. Et est-ce que l'humain reste le même, dans le sens où malgré cette nouvelle génération, la technologie, les réseaux sociaux, etc., est-ce que ça a beaucoup évolué? Alors je suis persuadé que l'homme reste sensiblement le même. Après, la perception qu'on en a, il y a toujours le biais des biais qui vont nous faire dire de mon temps c'était mieux avant, machin, tout ça, mais je pense que le légionnaire reste le même. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on voit l'évolution de la société française, même en tant que telle, ça pose question, quoi. Est-ce qu'il y a des conseils qu'on vous a donnés, vous, dans votre parcours, puisqu'on est un peu sur le volet pédagogique, que vous aimeriez repartager à des gens qui nous écoutent et peut-être un jeune légionnaire, pourquoi pas francophone, qui redoute peut-être ce stage ou qui n'a pas envie d'abandonner, qui n'a pas envie de... Alors pour celui qui veut venir à ce stage, il n'y a pas de souci à se faire. Celui qui rentre dans la Légion, s'il est accepté dans la Légion, c'est que de toute façon, il a le niveau, il a le potentiel pour faire carrière dans la Légion. Donc le stage caporal, s'il se donne à fond, et puis s'il se blesse pas, hein, bien sûr, il y a toujours. Mais il y arrivera. C'est pas un stage qui est insurmontable. Après, d'un point de vue plus général pour la partie vraiment commandement, le principal conseil qu'on m'a donné et qui je pense a été déterminant, c'est que il faut rester soi-même. C'est-à-dire que on a toujours la tentation de jouer un personnage quand on est un chef et ça tient pas, ça tiendra jamais. Il faut rester soi-même et commander comme on est. Est-ce que c'est pas un biais un peu lié à Saint-Cyr, parfois d'avoir de grands exemples historiques et c'est vrai de vouloir copier un petit peu tel ou tel Certainement, oui, mais justement, je pense que c'est une erreur. Faut pas tomber dans ce travers. C'est ça. Juste une question par rapport au stage, c'est impossible de... Enfin, c'est pas impossible, mais c'est pas comme la FGI où la FGI, il y a quand même régulièrement des abandons au fil des semaines. Il y a des gens qui se rendent compte que c'est pas fait pour eux, qui vont arrêter la formation. Le stage caporal, c'est pas pareil, on ne peut pas arrêter comme ça. Non. Alors, celui qui veut arrêter, il arrêtera, mais c'est vrai qu'en général, celui qui est pas motivé, il abandonne au tout début. Et il se passe quoi pour lui? Il pourra plus jamais passer ce stage? Non, absolument pas. Après, l'inscription sur les stages, ça c'est vraiment c'est les régiments, en lien avec la direction des ressources humaines de la Légion étrangère, mais c'est sur désignation des régiments. Okay. Donc j'ai des élèves caporaux qui ont échoué au test d'entrée et qui sont revenus 6 mois après parce qu'ils sont mieux préparés et qui ont réussi leur stage. Il n'y a pas de limite de présentation. Mais les gens peuvent potentiellement abandonner parce que trop dur et retenter plus tard. Ils peuvent, mais l'expérience montre que ça n'arrive pas. Ouais. Ceux qui ne finissent pas le stage, c'est ou qu'ils n'avaient pas le niveau principalement physique au test d'entrée, c'est là qu'on a le plus d'échecs, ou alors qu'ils se sont blessés au cours du stage. Ça arrive toujours. Il y a quelque chose dont on n'a pas trop parlé, c'est la suite pour devenir sergent, de ce switch du képi blanc au képi noir, parce que la particularité de la Légion, c'est que le légionnaire a un képi blanc et une fois qu'il passe sous-officier, il a un képi noir. Comment ça se passe? C'est un autre stage, c'est sur le même fonctionnement que la FGE, mais en beaucoup plus long, beaucoup plus technique et beaucoup plus de pédagogie. Donc là, pour le coup, le stage dure 15 semaines. Il y en a 3 par an, donc on forme en gros 150 sergents par an. Donc ça se fait sur un format,
les modules sont beaucoup plus nombreux, il y a beaucoup plus de cours techniques, comme je vous l'ai dit, mais c'est aussi principalement sur la ferme de Bertrandou. Il y a aussi une compagnie de tir à Kélus. Après, il y a aussi toute une partie savoir-être et connaissance du corps des sous-officiers qui forcément n'a pas lieu d'être en FGE. Et c'est le même cursus que ce que voient les futurs sous-officiers à Saint-Mexan aussi? Alors, sensiblement, oui. De toute façon, pour la partie FG1, entre guillemets, on fait pas ce qu'on veut. C'est un stage, mais on est quand même astreint à respecter les directives de notre pilote de domaine, qui pour la FG1 est l'école de Saint-Mexan. On a une autorisation spéciale pour faire des FG1 ici à Castelnaudary, mais c'est quand même piloté par Saint-Mexan. D'accord. Après, le stage n'est pas le même. On adapte quand même à notre population. Oui, parce que derrière, ça veut dire commander des légionnaires et c'est pas forcément. Ah oui, non, les grands modules sont les mêmes. Ce qu'il y a à l'intérieur et surtout le niveau de rusticité et le niveau physique sont pas du tout les mêmes. C'est quoi ce qui pousse un légionnaire à devenir sergent? C'est aussi cet amour du légionnaire, quelque part, d'avoir sous ses ordres des légionnaires? Alors c'est très variable. Il y en a, oui, c'est l'amour du légionnaire. Je pense s'ils sont dans la Légion, ça ils l'ont à peu près tous. Mais c'est surtout l'attrait du commandement. C'est vraiment commander et surtout avoir la perspective de gravir la hiérarchie et d'avoir à terme, pourquoi pas, une section, voire même pour ceux qui passeraient officier à terme, une compagnie. Ouais. C'est possible pour un légionnaire de finir officier aussi? Oui, tout à fait. Voilà, à Castelnaudary, on a, par exemple, les 3 compagnies d'engagés volontaires sont toutes commandées par des anciens légionnaires. D'accord. Ok, super. Ça marche bien l'escalier social. D'accord. Ouais. Très bien. Merci, mon capitaine, pour cet échange et toutes ces riches informations qui, je pense, vont intéresser pas mal de gens. Bon, on a fait beaucoup de choses sur la Légion parce que c'est passionnant, c'est fascinant. Et il y a toujours des petites choses à apprendre, des choses qu'on avait passées sous le radar, et notamment cette formation caporale qui est vraiment intéressante. Donc merci pour votre accueil. Et merci à vous pour votre intérêt pour le légionnaire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous au magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.